C'était une milliardaire à la volonté de faire, habituée à régner sur les conseils d'administration et à réduire au silence des auditoires entiers d'un seul regard. Mais rien au monde ne l'avait préparée à ce qu'elle a vu ce matin brumeux devant la tombe de son fils. Car là, une autre femme pleurait, et dans ses bras, un petit garçon l'appelait papa. Et à cet instant, tout ce qu'elle pensait savoir du passé a commencé à s'effondrer. Hélène voulait juste un jour de plus de silence parmi les fleurs et les souvenirs, jusqu'à ce qu'elle voie une inconnue agenouillée devant la tombe d'Arthur, son fils. La femme berçait un petit garçon roux dans ses bras, et l'enfant, de ses petites mains, laissait un dessin avec le mot « papa » écrit en lettres tremblantes. Un secret qu'Hélène n'avait jamais imaginé, mais qui la fixait maintenant avec des yeux d'enfant. Une histoire de perte, de silence, et de cet amour qui s'obstine à survivre. Et ce matin-là, dans la brume froide des montagnes, la vérité a commencé à murmurer son nom. Le brouillard descendait lentement sur le flanc de la montagne quand Hélène Blanchard franchit le portail en fer du vieux cimetière, comme elle le faisait chaque mardi depuis l'accident. Les épaules couvertes d'un manteau de laine grise, ses pas marquant le sol de terre humide, elle marchait vers le caveau familial où reposait Arthur. Dans sa main, une composition de lys blanc, ses préférés. Dans sa poitrine, le même silence qui la consumait depuis cette nuit maudite où l'hélicoptère avait disparu des radars. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Encore à une vingtaine de mètres de la tombe, Hélène s'arrêta. Elle plissa les yeux. Quelqu'un était agenouillé devant la stèle de marbre sombre. Une jeune femme, les cheveux noués en un chignon désordonné, murmurait quelque chose au bébé qu'elle tenait. Le petit garçon, roux, devait avoir environ 4 ans. Il tenait dans ses mains un papier coloré avec des crayons de cire usés. Hélène s'approcha doucement en silence, le cœur battant la chamade sans raison apparente. C'est alors qu'elle vit. Sur le papier, un dessin d'enfant, une maison, un soleil jaune dans le coin, et 2 silhouettes se tenant la main. Au-dessus d'elle, les mots maladroits « Tu me manques, papa », signé « Ben ». Le temps s'arrêta. Hélène recula instinctivement et se cacha derrière l'une des sculptures d'anges. Elle observait, sans comprendre. La femme embrassa le front du garçon et il désigna la tombe avec des yeux brillants. « C'est là que papa dort, n'est-ce pas ?» dit l'enfant avec douceur. « Maman a dit qu'il rêve de nous. » Hélène sentit le sol vaciller sous ses pieds. Papa? Était-ce une erreur, un fantasme ou une vérité cruellement cachée? Mais qui était cette femme? Et pourquoi Arthur ne lui avait-il jamais rien dit à leur sujet? Hélène Blanchard avait appris très tôt que montrer sa faiblesse était un luxe que les femmes comme elle ne pouvaient pas s'offrir. Fille unique de l'un des premiers pionniers de la technologie en France, elle avait grandi entre les réunions du conseil d'administration et les petits déjeuners silencieux dans des demeures avec plus de baies vitrées que de chaleur humaine. À 28 ans, elle dirigeait déjà sa propre entreprise. À 40 ans, elle avait triplé l'empire de son père. Elle commandait avec une précision chirurgicale, parlait peu, entendait tout, et jamais, dans aucune salle, personne n'osa contester ses décisions. Mais personne ne savait comment elle rentrait chez elle. La demeure, perchée sur les rives du lac Léman, était silencieuse comme un sanctuaire. Depuis la mort d'Arthur, son fils unique, les couloirs semblaient n'être que l'écho de ses propres pas. Pas de rire, pas de piano, pas d'odeur de gâteau venant de la cuisine comme autrefois. Juste le silence, le marbre et trop de fleurs qui mouraient avant l'heure. Arthur avait 26 ans quand l'hélicoptère s'est écrasé lors d'un court voyage vers Lyon. Il était le successeur évident, le génie de l'innovation, le jeune idéaliste qui rêvait d'un monde moins froid que celui où il avait grandi. Hélène l'admirait, même si elle ne l'avait jamais dit clairement. Mais elle lui mettait aussi la pression. Elle voulait qu'il soit fort, imbattable, qu'il ne commette pas les mêmes erreurs qu'elle. Mais maintenant, il était trop tard. Depuis l'accident, Hélène s'était créé une routine stricte. Travail jusqu'au crépuscule, dîner solitaire, et chaque mardi, sans exception, une visite à la tombe d'Arthur. C'était là, devant la pierre froide, qu'elle murmurait les mots qu'elle n'avait jamais eu le courage de prononcer de son vivant. « Pardonne-moi, tu me manques. Tu valais mieux que ce que je méritais. »
Elle pensait avoir connu toutes les douleurs, jusqu'à ce jour, parce que cette femme devant la tombe était une inconnue, et ce petit garçon avait le même regard qu'Arthur à 4 ans, agité, doux, curieux. Hélène était toujours cachée, ne sachant que faire, quand la femme ramassa le dessin, l'embrassa et le posa délicatement sur la stèle. Puis elle se leva lentement, ajusta le bébé dans ses bras et se dirigea vers la sortie. Hélène ne bougea pas. La seule chose qu'elle parvenait à faire était de répéter la même question en silence. Qui était cette femme? Et que ne savait-elle pas d'autre sur son propre fils? Hélène ne dormit pas cette nuit-là. Elle se coucha tôt, mais ses yeux refusèrent de se fermer. L'image de ce petit garçon, roux, petit, souriant, revenait comme un film muet qu'elle ne pouvait pas arrêter. Dans sa tête, un écho insistant. « Papa ». Et puis, maman a dit qu'il rêve de nous. Elle passa des heures en silence, assise dans le fauteuil en cuir de son bureau, à contempler la photo encadrée d'Arthur sur la cheminée, son sourire toujours contenu, toujours aimable, si différent du monde dans lequel elle l'avait élevé. Quelque chose en elle ne tenait plus. Dans les derniers mois de sa vie, Arthur avait semblé différent, distrait, silencieux. Il rentrait tard, évitait les réunions avec le conseil, parlait de projets sociaux qu'elle considérait comme une perte de temps. Quand elle le confrontait, il souriait simplement et disait « Tout n'est pas une question de profit, maman ». Peut-être aurait-elle dû écouter davantage. Peut-être aurait-elle dû poser moins de questions sur les chiffres et plus sur les sentiments. Mais maintenant, c'était trop tard. Ou pas. Dans cette aube sans fin, Hélène se posa une question qu'elle n'avait jamais osé formuler auparavant. Ai-je vraiment connu mon fils? Elle avait des photos, des diplômes, des souvenirs de fêtes d'anniversaire somptueuses, des bulletins impeccables. Mais savait-elle vraiment qui il aimait? Ce qui le rendait heureux? Quelles étaient ses peurs? Ses rêves secrets? La réponse faisait mal, comme une balle au ralenti. Non. Ce qu'elle connaissait, c'était ce qu'elle avait projeté sur lui. Elle avait voulu le façonner en héritier parfait, en génie admiré, en homme idéal, mais peut-être qu'en agissant ainsi, elle avait repoussé la part la plus humaine d'Arthur, celle qui avait besoin de se tromper, d'aimer, de se cacher, de vivre sans être surveillée. Hélène fit alors face à sa douleur la plus intime, la peur de ne pas avoir été une bonne mère. C'était ça, ce qui la rongeait de l'intérieur n'était pas seulement le deuil, c'était la culpabilité. Et maintenant, avec cet enfant apparu de nulle part, avec un dessin d'enfant et le mot « papa » marqué à la cire rouge, elle sentait qu'elle avait peut-être encore une chance. Non pas de réparer le passé, mais de découvrir ce qui avait réellement existé, de connaître la facette de son fils qu'il ne lui avait jamais montrée, de combler le vide dans sa poitrine avec des vérités, aussi difficiles soient-elles. Parce que si cet enfant était vraiment le fils d'Arthur, si ce regard était plus qu'une coïncidence, alors il y avait là un morceau de son fils qui vivait encore, qui respirait, parlait, grandissait, et elle ne pouvait pas l'ignorer. Le lendemain matin, Hélène appela son chauffeur privé et lui demanda de la ramener au cimetière. Ce n'était pas mardi, mais quelque chose en elle lui disait qu'il reviendrait. Cette femme, ce garçon, il y avait une fréquence dans leurs gestes, une routine. Elle arriva tôt et se cacha parmi les cyprès, observant de loin. Et là, en silence, elle se fit un serment. Si ce garçon est vraiment mon petit-fils, je le découvrirai et je le protégerai, même si je dois remettre en question tout ce en quoi j'ai cru jusqu'à aujourd'hui. C'était son désir le plus profond. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir la vérité. Il s'agissait de reconstruire ce qui restait d'Arthur, et peut-être de se reconstruire elle-même. Pendant 3 semaines, Hélène Blanchard répéta le rituel. Elle arrivait tôt au cimetière, restait cachée parmi les cyprès et observait. Toujours la même scène. La femme, jeune, les cheveux simplement attachés, des vêtements discrets, marchait avec le garçon dans ses bras. À chaque visite, un nouveau dessin était laissé sur la stèle, et chaque mot enfantin dessiné au crayon de cire fissurait un peu plus le monde blindé d'Hélène. Ben. Le nom apparaissait sur presque tous les papiers, et sur chacun, le même appel doux, presque spirituel. «
Papa, je suis là. Le garçon jouait près de la tombe, ramassait des feuilles, courait entre les pierres et revenait toujours au même point, où il posait sa petite main sur le marbre froid, comme s'il attendait une réponse. Hélène commença à remarquer des schémas. La façon dont la femme regardait autour d'elle, comment elle rangeait précipitamment les dessins si quelqu'un passait, comme si elle avait peur d'être reconnue ou jugée. C'est alors qu'elle demanda à son équipe de la Fondation d'accéder aux anciens dossiers du projet social qu'il menait en périphérie de Lyon. Elle cherchait discrètement des photos d'employés, des registres de bourses, n'importe quel indice. Et elle était là. Léa Morin, boursière dans le programme d'innovation sociale d'Arthur, garde d'enfants à temps partiel pendant la phase d'incubation du projet. Hélène fixa la photo de Léa pendant de longues minutes. Le sourire de la jeune femme sur la photo était franc, mais ses yeux portaient autre chose. De la peur, de l'espoir. Cela aurait pu n'être qu'une coïncidence, mais au fond, elle savait que ce n'était pas le cas. Le conflit intérieur grandissait. La douleur du deuil se mêlait maintenant à quelque chose de plus difficile à nommer, la colère, pas contre la jeune femme, mais contre elle-même, pour avoir peut-être éloigné son fils d'un amour qu'il avait dû cacher, pour avoir été une présence trop forte et une écoute trop faible. Et si ce garçon était vraiment son petit-fils, si Léa avait été la femme qu'il avait aimée en secret, les questions ne cessaient de tourner. Et plus elle essayait de rationaliser, plus elle sentait qu'elle avait perdu quelque chose d'immense. Non seulement la présence physique d'Arthur, mais la chance de le connaître en profondeur. Elle envisagea d'envoyer quelqu'un pour servir d'intermédiaire. Un avocat peut-être, ou un assistant. Mais chaque fois qu'elle considérait cette hypothèse, l'image de Ben tenant une petite voiture devant la stèle lui revenait à l'esprit et la paralysait. Parce que ce n'était pas un dossier, ni une négociation, c'était la vie, c'était la chair de son sang. La semaine suivante, Hélène prit une décision. Elle enfila un manteau sombre, attacha ses cheveux et se rendit seule au cimetière. Elle arriva plus tôt, mais ne se cacha pas. Elle s'assit sur le banc à côté de la sépulture et attendit, le cœur serré, les yeux fixés sur le sentier de pierre. Et puis elle les vit, la même silhouette sereine, avec le garçon dans les bras. Léa parut surprise de voir la femme assise là. Elle s'arrêta, hésita, Hélène se leva. Pendant un instant, plus un son au monde. Le vent agitait les feuilles mortes. Le garçon la regarda avec curiosité. Léa tenta de reculer, mais Hélène fit un pas en avant et dit, d'une voix ferme et basse, « Son nom, c'est Ben !» Léa prit une profonde inspiration. Ses yeux s'emplirent d'eau. Le garçon s'agrippa aux jambes de sa mère, comme s'il sentait le poids invisible de la scène. Hélène le regarda avec des yeux déterminés. Ce n'était plus de la peur qu'elle ressentait, c'était l'urgence. « S'il vous plaît, je veux juste comprendre. » Léa retint ses larmes comme quelqu'un qui porte un fardeau depuis trop longtemps. Et c'est là qu'elle murmura sans détour, « C'est le fils d'Arthur !» Et là, devant la tombe encore fraîche, le monde d'Hélène se brisa pour la seconde fois. Pendant quelques secondes, Hélène ne dit rien. Les mots de Léa résonnaient encore dans son esprit comme une sirène étouffée. « C'est le fils d'Arthur !» Il n'y avait aucune hésitation dans cette voix, aucune tentative d'adoucir la vérité. Juste le poids brut de ce qui avait été dit. Ben, toujours serré contre les jambes de sa mère, observait avec des yeux curieux. Et quelque chose dans cette expression enfantine, un mélange de douceur et de force, désarma Hélène. Elle sentit ses genoux fléchir. Elle dut s'asseoir. Le banc de pierre à côté de la stèle semblait plus dur que jamais. Pour la première fois depuis des mois, le nom Arthur Blanchard, gravé dans le marbre, lui parut froid, distant, incomplet. « Pourquoi ?» murmura Hélène. « Pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit ?» Léa baissa les yeux. « Parce qu'il avait peur, peur de votre réaction. Il pensait que vous n'accepteriez pas, que je n'avais pas ma place dans son monde. Et il ne voulait pas se disputer avec sa propre mère. » La sincérité de ces mots était brûlante. Hélène se souvenait très bien des disputes qu'ils avaient eues ces dernières années. Elle voulait qu'Arthur épouse quelqu'un à la hauteur de leur nom, quelqu'un qui comprenne le poids de porter le nom de la famille, de représenter la marque.
pas une stagiaire, une boursière, une nounou. Elle ne l'avait jamais dit en ces termes, mais il l'avait compris quand même. Léa continua. « Je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais voulu d'argent. J'ai juste accepté qu'il vienne quand il le pouvait. Il aimait Ben, et il m'a aimé aussi, même en secret. » Hélène la regarda, et pour la première fois, elle la vit. Pas seulement une jeune femme, mais une femme qui avait survécu seule, avec un fils dans les bras et une histoire réduite au silence par la peur, et tout cela, silencieusement, tournait autour d'elle. Puis vint le coup de grâce. Ben se détacha de sa mère, sortit un dessin plié de sa poche et se dirigea vers la stèle. Il s'agenouilla et posa délicatement le papier sur le marbre. Hélène se pencha pour voir. C'était un dessin d'enfants de 3 personnes se tenant la main. Un homme aux cheveux en désordre, une femme en robe violette et un petit garçon au milieu, tenant un ballon. Au-dessus, écrit en grandes lettres maladroites, « Moi, papa et maman, ensemble au ciel ». La douleur la frappa si fort qu'Hélène dut se relever. Elle chancela un instant et recula de quelques pas. « J'ai besoin de temps », murmura-t-elle, incapable de regarder Léa dans les yeux. « Tout ça, c'est beaucoup. » Léa se contenta d'hocher la tête. Ses yeux étaient embués de larmes, mais elle garda sa contenance. Elle savait que cette douleur n'appartenait pas qu'à la milliardaire. C'était aussi la sienne. C'était la douleur de celle qui a perdu l'amour de sa vie et qui a dû cacher l'existence de son propre enfant. Mais avant qu'Hélène ne s'éloigne, elle entendit quelque chose qui la figea sur place. Il voulait vous le dire. Le soir où il est mort, il venait vous voir. Il allait tout vous dire. Il me l'a dit. Il était décidé. Hélène s'arrêta. Le brouillard commençait à couvrir le sol. Le silence autour de la tombe était épais. « Il allait me le dire ?»« Oui, » répondit Léa. Il disait qu'il ne voulait plus vivre caché, que même si c'était difficile, vous méritiez de savoir. Et Ben aussi, il n'a juste pas eu le temps. Cette vérité, nue et sans pitié, transperça Hélène comme une lance. Elle inspira profondément, mais l'air semblait ne pas entrer. Ben revint en courant et s'agrippa au pan de son manteau. Il la regarda dans les yeux et dit de sa voix douce, « Vous connaissez mon papa ?» Hélène ne répondit pas. Elle se contenta de regarder le garçon. Et sur ce petit visage, elle vit Arthur à 3 ans, le même nez, les mêmes yeux. « Oui, je le connais. » murmura-t-elle. « Bien plus que tu ne l'imagines. » Le lendemain, la nouvelle se répandit. Quelqu'un avait pris une photo au cimetière et l'avait publiée sur un site de rumeurs locales. La PDG Hélène Blanchard, vue en larmes, avec une jeune mère et un enfant roux sur la tombe de son fils. Un fils secret? Bientôt, les plus grands médias commencèrent à enquêter. Des reporters se présentèrent à l'entrée de l'entreprise. Les employés chuchotaient dans les couloirs. La fondation reçut des demandes d'éclaircissement. Hélène, toujours si discrète, si contrôlée, était maintenant au centre d'un scandale émotionnel. Mais ce qui la blessa le plus, ce ne fut pas la presse. Ce fut le conseil d'administration de sa propre entreprise. Lors d'une réunion à huis clos, l'un des associés la questionna froidement. « Hélène, est-ce vrai ? Arthur a eu un enfant avec une boursière. Comptez-vous le reconnaître ?» Elle dévisagea tous les visages autour de la table et répondit fermement. « Je compte savoir la vérité. Et si c'est le cas, oui, je compte le reconnaître et le protéger, avec tout ce que j'ai. » Il y eut des murmures, de l'incertitude. Mais Hélène ne s'y a pas. Car à ce moment-là, pour la première fois, elle savait exactement ce qu'elle allait faire. En sortant de cette salle, elle appela Léa. Sa voix était assurée. « Je veux vous voir. Demain. Seule, au même endroit. » Et cette fois, elle n'avait plus l'intention de fuir la vérité. La maison était complètement silencieuse. Non pas le silence confortable d'un foyer en paix, mais le genre de vide qui résonne, le genre qui crie. Hélène arpentait les couloirs de la demeure comme une visiteuse. Chaque meuble lui semblait déplacé. Les longs rideaux, les portraits de famille, les tapis orientaux qu'elle avait fait venir d'Istanbul. Tout semblait appartenir à une vie qui n'avait plus de sens. Elle entra dans la chambre d'Arthur, qu'elle gardait fermée à clé depuis l'accident pour la première fois depuis des mois. L'air était lourd, les livres étaient là où il les avait laissés.
Les feuilles de notes techniques reposaient encore sur le bureau. Et sur le lit, une petite chemise pliée avec soin, comme si quelqu'un allait encore la porter. Hélène s'assit lentement, regardant autour d'elle. Sa main caressa le drap, comme si elle espérait y trouver de la chaleur. C'est là qu'elle pleura, sans retenue, sans élégance, sans armure. Elle se détestait de n'avoir jamais demandé à Arthur s'il y avait quelqu'un, de n'avoir jamais perçu les signes. Comment était-il possible que la personne la plus importante de sa vie ait vécu quelque chose de si intense, de si transformateur, et qu'elle n'en ait rien su? Les mots de Léa lui revenaient en tête comme un murmure répétitif. Il avait peur de votre réaction. Combien de fois avait-elle elle-même renforcé cette peur par ses gestes, par des phrases sèches, par l'attente du fils parfait? Elle voulait le meilleur pour Arthur, mais au fond, n'avait-elle pas modelé un fils pour qu'il corresponde à ses plans et non à sa propre vie? Cette nuit-là, assise au bord de son lit, Hélène prit une vieille boîte en bois, gardée au fond du placard. À l'intérieur, des lettres, des ébauches d'idées, des photos d'enfance. Et parmi les papiers, une petite enveloppe avec son nom écrit à la main. L'écriture d'Arthur. Elle hésita. La lettre était inachevée. Juste quelques lignes qui commençaient par « Maman, si un jour tu lis ceci, c'est que le temps m'a trahi. » Hélène le lut à voix haute, les yeux inondés de larmes. Le papier tremblait entre ses doigts. Il avait voulu lui dire, il avait essayé, mais il n'avait pas pu. Elle serra la lettre contre sa poitrine et murmura « Tu as essayé, et je n'ai rien vu. » Le lendemain, Hélène retourna au cimetière. Pas pour se cacher, mais pour être là, vraiment. Elle apporta un petit bouquet de fleurs, cette fois des tournesols, les préférés d'Arthur quand il était enfant. Et un cadeau simple, une boîte de cubes de construction colorés comme ceux qui la semblaient petits. Elle s'assit sur le banc de pierre, le cadeau à côté d'elle, et attendit. Ils ne tardèrent pas. Léa apparut, tenant Ben par la main. En la voyant, il hésita, mais ne s'enfuit pas. Le garçon courut en avant et, quand il vit la boîte colorée, il laissa échapper un sourire. « C'est pour moi ?» Hélène baissa le visage, retenant ses larmes, et hocha la tête. « Si tu le veux, ton père adorait jouer avec ça. » Ben s'assit immédiatement par terre et commença à construire des tours maladroites. Léa restait debout, observant la scène avec des yeux prudents. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle à voix basse. « Parce que je suis fatiguée de fuir la vérité, » répondit Hélène. « Et peut-être de moi-même. » Léa acquiesça. Elle ne répondit pas, mais elle ne partit pas non plus. Elles s'assirent, côte à côte. Le silence entre elles était lourd, mais aussi plein de possibilités. Ben empila des cubes et, sans lever les yeux, dit « Mon papa habite au ciel, mais j'aime bien quand vous êtes là, madame. » Hélène sourit, les larmes aux yeux. « J'aime être ici aussi, Ben. » Léa le corrigea automatiquement, avec gentillesse. « C'est Ben. Il aime qu'on l'appelle comme ça. » Hélène garda ce nom dans son cœur, comme une clé. Quand ils partirent, Hélène resta. Et pour la première fois, elle s'approcha de la stèle non pas comme une mère en deuil, mais comme quelqu'un qui portait le début d'une seconde chance. Elle toucha le marbre froid et murmura « J'ai vu ton fils, Arthur. Il est magnifique. Et il te ressemble. » Le soir, seule dans la bibliothèque, Hélène reprit la lettre, la lut et la relut. Et elle pensa que peut-être, s'il avait eu plus de temps, Arthur lui aurait tout raconté. Il lui aurait montré cette facette de la vie qu'elle n'avait jamais vue. Elle voulait continuer, elle voulait en savoir plus, et par-dessus tout, elle voulait en faire partie. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne savait pas encore, quelque chose que Léa n'avait jamais raconté. Quelque chose qu'Arthur avait emporté avec lui cette dernière nuit. Et ce qu'Hélène était sur le point de découvrir allait tout changer une fois de plus. Avez-vous déjà dû faire face à une vérité arrivée trop tard, une de celles qui changent tout, même la façon dont vous percevez qui vous étiez? Si oui, commentez « oui » ci-dessous, juste pour que je sache que vous me comprenez. Et si cette histoire a déjà touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, restez avec moi, car ce qui suit est encore plus fort. La semaine suivante, Hélène décida qu'elle n'observerait plus à distance.
Elle arriva tôt au cimetière, mais cette fois, elle ne se cacha pas derrière les arbres, ni n'attendit assise. Elle se tint debout, à côté de la stèle d'Arthur, les yeux fixés sur le sentier de pierre par où Léa et Ben arrivaient toujours. Le vent soufflait légèrement, comme pour balayer le poids des jours précédents. Dans sa poitrine, quelque chose faisait encore mal, mais différemment. Ce n'était plus un deuil paralysant, c'était une agitation, comme celle de quelqu'un qui doit faire le premier pas, sans savoir où il mènera. Quelques minutes plus tard, ils apparurent. Léa portait le même manteau usé, les cheveux attachés en un simple chignon, le regard toujours attentif aux alentours. Ben sautillait à ses côtés, tenant dans ses mains un petit papier plié. En voyant Hélène debout, le garçon sourit. « C'est la dame des cubes !» cria-t-il en la montrant du doigt. « Elle est revenue !» Hélène lui rendit son sourire, cette fois sans se retenir. Léa s'arrêta, prit une profonde inspiration. Ses yeux disaient tout, la surprise, la prudence, et un timide espoir qu'elle laissait à peine paraître. « Bonjour !» dit Hélène, calmement. « Bonjour !» répondit Léa en s'approchant lentement, sans lâcher la main de son fils. Ben courut jusqu'à la stèle, s'agenouilla et posa le papier sur le marbre avec le plus grand soin du monde. « Aujourd'hui, j'ai fait un dessin du ciel, dit-il, parce que maman a dit que le ciel aussi a des couleurs. Il n'est pas seulement blanc. » Hélène s'accroupit à côté de lui. « Je peux voir ?» Le garçon lui tendit le papier. C'était une explosion de couleurs. Un ciel bleu avec des points jaunes, des étoiles oranges, et au centre 3 silhouettes. Un enfant, un homme avec des ailes et une femme tenant un ballon. Dans le coin, un mot écrit avec beaucoup d'effort. Famille. Hélène sentit la boule dans sa gorge se resserrer. « Tu aimes dessiner ?» demanda-t-elle. « Oui, papa aussi aimait ça. Maman a dit qu'il était doué pour les choses de la tête, mais aussi pour les belles choses. » Léa détourna le regard, visiblement émue. « Il l'était. Très, » répondit Hélène. Ben courut jouer avec des cailloux entre les tombes. Les deux femmes restèrent là, côte à côte, en silence. « Il m'appelait Ben, » dit soudain Léa. « C'est Arthur qui a choisi le surnom. Il disait que c'était plus fort, moins prévisible. » Hélène sourit, les yeux humides. Il détestait ce qui était prévisible. Léa se tourna enfin vers elle. Il n'y avait aucune accusation sur son visage, ni de rancœur déclarée. Il y avait de la fatigue, il y avait de la douleur, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, de la bonne volonté. « Je ne sais pas ce que vous attendez de tout ça, Hélène, mais je suis là, je n'ai rien à cacher. Je vous demande juste de ne pas entrer dans la vie de Ben pour ensuite en sortir. Il a déjà perdu son père, et je ne sais pas si je supporterais de le voir perdre quelqu'un d'autre. » Les mots furent prononcés avec fermeté, non pas comme une menace, mais comme un bouclier. Léa savait ce que c'était que de protéger un enfant. Hélène resta sereine. « Je ne partirai pas. Pas maintenant, pas après tout ça. S'il est une partie de mon fils, alors il est aussi une partie de moi. » Léa hocha la tête, mais ne sourit pas. Pas encore, il était trop tôt pour ça. Ce jour-là, pour la première fois, elles marchèrent ensemble jusqu'à la sortie du cimetière. Ben, entre elles deux, sautant sur les feuilles mortes. Au portail, Hélène se tourna vers Léa et dit « Je voudrais vous inviter à déjeuner, pas aujourd'hui, quand vous penserez que c'est le moment. » Léa hésita. « Il ne comprend pas encore qui vous êtes. Ce n'est pas grave. Peut-être que je ne le comprends pas encore non plus, mais je veux essayer. » Ben leva les yeux, curieux. « Déjeuner où ? » « Dans un endroit avec de grandes fenêtres et de la bonne nourriture, » répondit Hélène en souriant. Le garçon lui rendit son sourire. « Il y a du dessert ? Si tu en veux, il y en aura. » Alors il serra fort la main de Léa et dit « D'accord, maman, je l'aime bien. » La phrase les prit toutes les deux au dépourvu. Léa plissa les yeux, essayant de retenir ses larmes. Hélène sourit, touchée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ce soir-là, de retour chez elle, Hélène trouva l'un des vieux carnets de croquis d'Arthur. Sur l'une des pages, griffonnée à la hâte, il y avait une petite esquisse, celle d'un robot, aux traits enfantins et un nom écrit à côté, Ben. Elle passa ses doigts sur le papier et murmura « Tu savais déjà, tu n'as juste pas eu le temps. »
Et pour la première fois depuis la mort d'Arthur, elle sentit quelque chose de nouveau s'épanouir. Ce n'était pas de la joie ni du soulagement, c'était simplement l'envie, l'envie de continuer. L'invitation fut acceptée une semaine plus tard, sans date, sans engagement formel, juste un simple message sur le portable d'Hélène, envoyé par Léa. « Ben a demandé quand nous déjeunons dans la maison aux grandes fenêtres. Si vous le souhaitez toujours, nous pouvons venir samedi. » Hélène lut le message 5 fois avant de répondre. « Bien sûr, je vous attendrai. » Avec un dessert. Le samedi se leva avec un soleil timide, et pour la première fois depuis longtemps, la demeure semblait avoir une raison d'être. Le personnel fut congédié, la table mise avec délicatesse, des fleurs fraîches choisies par Hélène, et dans la cuisine, un gâteau à la carotte avec un glaçage au chocolat, une recette qu'Arthur adorait. Quand Léa et Ben arrivèrent, elle sentit son cœur s'accélérer d'une manière que même les réunions avec les investisseurs ne parvenaient pas à provoquer. Ben entra en courant, ses yeux curieux balayant les vitraux et les couloirs. « Tout ça, c'est à vous ?» demanda-t-il sans cérémonie. « Ça l'était. Maintenant, c'est peut-être un peu à toi aussi », répondit Hélène spontanément, se surprenant elle-même. Léa sourit discrètement. Elle portait encore dans son regard la prudence de celle qui observe le sol avant de marcher. Mais elle était là, présente, entière. Le déjeuner fut tranquille, bien que parsemé de silence prudent. Hélène mesurait encore ses mots, Léa ses gestes. Mais Ben, indifférent à toute tension adulte, brisait toutes les barrières avec son innocence vibrante. Après le dessert, il demanda à dessiner. Hélène apporta des feuilles et des crayons de couleur. Il s'assit par terre et, en silence, commença à créer. Quelques minutes plus tard, il tendit le dessin à Hélène. « C'est toi, moi et maman. 3 petits cœurs tout serrés. Mais celui du milieu, c'est celui de mon papa. Il est en nous maintenant, n'est-ce pas ?» Hélène sentit quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle se contenta d'acquiescer et lui caressa les cheveux. Au moment de partir, Ben serra sa grand-mère fort dans ses bras. « Mamie Hélène, tu seras là la prochaine fois ?» Elle se figea une seconde. Léa écarquilla les yeux, surprise. C'était la première fois que le garçon l'appelait ainsi. « Oui, Ben, chaque fois que tu le voudras. » Il sourit et partit en courant vers le portail. Léa ne dit rien sur le moment. Elle se contenta de suivre son fils d'un pas calme. Mais avant de monter en voiture, elle se retourna et dit d'une voix ferme. « Il s'attache vite. Soyez juste, sûr de ce que vous faites. » Hélène hocha la tête. « Je le suis. » Les jours suivants, Hélène n'en parla à personne. Ni à la presse, ni au conseil d'administration, ni à sa famille éloignée. C'était comme si ce nouveau lien avait besoin de silence pour respirer. Elle se mit à rendre visite à Ben et Léa dans leur petit appartement, dans un immeuble simple d'un quartier arboré. Elle apportait des livres, des jouets, des friandises. Parfois, elle ne faisait qu'écouter. D'autres fois, elle racontait des histoires d'Arthur, celles qu'elle n'avait jamais jugées importantes, jusqu'à maintenant. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres, sans expéditeur. À l'intérieur, juste une vieille photo en noir et blanc d'Arthur et Léa ensemble. Ils riaient tous les deux, sans se rendre compte qu'on les photographiait. Ils tenaient un bouquet improvisé de fleurs des champs. Elle le regardait avec la confiance de celle qui s'abandonne. Au dos, écrit de la main d'Arthur, « Si le monde l'apprend, que ce soit par amour. » Hélène serra la photo contre sa poitrine. L'image pesait comme une supplique qu'il n'avait pas eu le temps de faire, mais qui lui appartenait désormais, à elle seule, d'exaucer ou non. Cette nuit-là, elle rêva d'Arthur. Il l'observait de loin dans la pénombre, sans rien dire. Il souriait simplement, un sourire léger, libre, comme il ne l'avait jamais été de son vivant. Elle se réveilla en larmes. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle ne savait juste pas si elle en aurait le courage. Quelques jours plus tard, assise en face de Léa, elle dit enfin « Je voudrais faire quelque chose de public, d'officiel, présenter Ben, dire qui il est, l'assumer. » Léa resta silencieuse. « Je comprends le poids de tout ça, dit-elle calmement.
Mais on est bien comme ça, Hélène. Il n'a pas besoin de célébrité. Il a besoin de stabilité, d'affection. Et je veux lui donner ça. Avec mon nom, avec tout. Je veux qu'il sache un jour qu'il n'a jamais été une erreur, qu'il a sa place. Léa détourna le regard, touchée. Alors, vous devez tout savoir. Avant de faire ce pas, Hélène fronça les sourcils. Tout? Léa hocha la tête, les yeux humides, elle prit une profonde inspiration, et puis elle dit « Je ne vous ai jamais raconté comment ça s'est passé. Cette nuit-là, la dernière, quand il nous a dit au revoir, et ce qu'elle s'apprêtait à révéler, Hélène ne l'oublierait jamais. L'appartement de Léa était silencieux, accueillant. Des rideaux clairs laissaient entrer doucement la lumière de fin de journée, et l'odeur d'un gâteau cuisant au four se mêlait au son lointain d'un dessin animé dans le salon, où Ben était absorbé par ses crayons et ses papiers. Hélène était assise à la table de la cuisine, les coudes posés, les mains jointes. Elle attendait. La phrase de Léa flottait encore dans l'air. « Je ne vous ai jamais raconté comment ça s'est passé. Cette nuit-là, la dernière. » Quand il nous a dit au revoir, Léa se tenait debout, immobile devant la fenêtre. Elle respirait profondément, comme quelqu'un qui a besoin de puiser son courage dans l'air. « Arthur est arrivé ici en fin d'après-midi, le jour de l'accident. » Commença-t-elle, sans regarder Hélène. « Il était plus léger que je ne l'avais jamais vu. Il m'a apporté des fleurs du marché du coin. Quelque chose de simple, mais avec cette manière à lui de s'excuser sans dire « pardon ». Hélène resta silencieuse. Elle ne faisait qu'écouter. On a passé l'après-midi par terre dans le salon, à jouer avec Ben. Il faisait les voix des personnages. Il riait tellement. La voix de Léa se brisa. On aurait dit un autre homme, plus jeune, plus libre. Elle se retourna. Il m'a dit qu'il avait pris une décision, que le lendemain il viendrait chez vous. Il allait tout vous dire, sur moi, sur Ben. Il allait affronter tout ce qu'il faudrait. Mais il ne voulait plus rien cacher. Hélène sentit son estomac se nouer. Cela confirmait tout ce qu'elle craignait, que la vérité avait été si proche et lui avait échappé d'un rien. « Il m'a dit qu'il vous aimait », continua Léa. « Même avec les exigences, avec la pression qui l'étouffait parfois. Il a dit qu'il comprenait le fardeau que vous portiez, mais que lui aussi voulait vivre dans la vérité. » Elle s'arrêta, regarda Hélène dans les yeux. Et avant de partir, il s'est agenouillé devant Ben. Il l'a serré fort. Et il a dit « Si un jour je ne reviens pas, tu sauras que papa a essayé, qu'il t'a aimé avant même que tu n'existes. » Hélène porta la main à sa bouche. Les larmes vinrent, chaudes, indomptables. Il est parti ce soir-là, avec la lettre dans son sac à dos. Celle que vous avez trouvée, il allait vous la donner le lendemain. Léa marqua une pause. Sauf qu'il n'y a pas eu de lendemain. Elles restèrent silencieuses pendant de longues secondes. Seul le son des rires de Ben dans le salon remplissait l'espace d'une douceur douloureuse. « Pourquoi ne m'avoir jamais dit ça avant ?» demanda Hélène, la voix étranglée par l'émotion. « Parce que je ne savais pas si c'était juste. Je ne savais pas si vous étiez prête à l'entendre. » Léa hésita. « Et parce que, pendant longtemps, j'ai aussi été en colère. Contre tout, contre le monde, contre vous. Mais après, il n'est resté que la fatigue. » Hélène hocha lentement la tête. C'était plus qu'une révélation. C'était une traversée. Elle se leva de sa chaise, essuya ses yeux et se dirigea vers le salon. Ben la regarda avec un large sourire et lui montra le dessin qu'il était en train de faire. « Regarde, mamie, c'est papa avec des ailes, il veille sur nous depuis le ciel. » Hélène s'agenouilla, prit le dessin dans ses mains et inspira profondément. « Et toi, Ben, tu sais qui c'est, celle-là » demanda-t-elle en montrant l'une des silhouettes. « C'est toi, tu es avec nous maintenant. » Cette nuit-là, Hélène prit sa décision. 3 jours plus tard, le siège de la Fondation Blanchard était bondé. Employés, presse, investisseurs et partenaires assistaient à l'événement annuel de responsabilité sociale de l'entreprise. Comme toujours, Hélène monta sur scène avec une posture impeccable. Mais cette fois, son discours fut différent. « Pendant de nombreuses années, commença-t-elle, j'ai parlé ici d'innovation, d'héritage et d'impact. Mais aujourd'hui,
Je veux parler de quelque chose que je n'ai jamais appris à mesurer, l'amour. L'assistance se tue. Mon fils Arthur a quitté ce monde bien trop tôt. Et pendant longtemps, j'ai cru l'avoir perdu complètement. Mais récemment, j'ai découvert qu'il avait laissé quelque chose de précieux. Un fils. Mon petit-fils. Un garçon nommé Benjamin. Murmure, yeux écarquillés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, officiellement, je reconnais ce garçon comme faisant partie de notre histoire, de notre nom et de notre avenir. L'écran derrière elle s'alluma. L'image de Ben apparut, souriant, tenant un château de cubes colorés. C'est la première de nombreuses histoires que nous allons raconter ensemble. Non pas des histoires de perfection, mais de vérité. Des applaudissements timides prirent peu à peu de l'ampleur. Hélène ne flancha pas. Pour la première fois, elle était entière, sans peur du jugement. En quittant la scène, Léa l'attendait en coulisses, avec Ben dans les bras. Il applaudissait avec enthousiasme, sans comprendre le poids de tout cela, mais heureux. Hélène tendit les bras et le garçon sauta sur ses genoux. « Mamie, tu as parlé de moi à la télé !» cria-t-il. « Je suis célèbre maintenant ?» Hélène rit. « Tu l'as toujours été, mais maintenant le monde le sait. » Léa sourit, les yeux humides. Et à ce moment-là, dans le couloir étroit derrière la scène, avec des lumières chaudes et des voix lointaines, Hélène sentit une certitude grandir dans sa poitrine. Elle avait fait le bon choix. Pas par obligation, pas pour l'image, mais par amour. Un amour qui, même en silence, avait survécu au temps. L'annonce d'Hélène Blanchard résonna comme un coup de tonnerre sur le marché, sur les réseaux sociaux, et même dans les couloirs les plus feutrés de son propre empire. Le lendemain de l'événement, le téléphone du siège de la Fondation Blanchard ne cessait de sonner. Les journalistes voulaient des interviews, les actionnaires demandaient des explications, les concurrents chuchotaient en coulisses. Mais l'impact le plus fort se fit sentir au sein même de l'entreprise. Tôt le matin, le conseil d'administration convoqua une réunion extraordinaire pour discuter de la nouvelle réalité. Dans la salle de réunion, les visages étaient fermés. Certains plus incrédules, d'autres visiblement mal à l'aise. Le directeur général, Charles Garnier, qui accompagnait Hélène depuis des années, ouvrit la séance. « J'avoue que la nouvelle nous a pris par surprise. Reconnaître publiquement un petit-fils en dehors du contexte prévu, cela pourrait créer de l'instabilité. » Hélène garda son calme, les dévisageant un par un. L'instabilité, c'est de vivre dans le mensonge. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui prône la responsabilité sociale et l'éthique. Soyons cohérents. La discussion se prolongea pendant des heures. Certains membres soulevèrent des inquiétudes concernant l'héritage, le pouvoir et l'exposition potentielle de la marque. D'autres, moins loquaces, semblaient touchés par la sincérité de la PDG. Parmi eux, Anne-Sophie Lambert, la directrice des ressources humaines, prit la parole avec douceur. « Je pense que cette attitude apporte de l'humanité à notre travail. Pour nous, qui traitons avec des gens tous les jours. » À l'extérieur, le tumulte ne cessait pas. Les journalistes enquêtèrent en profondeur sur l'histoire de Léa et Ben. Ils découvrirent le parcours modeste de la jeune mère, ses efforts pour élever seul son fils et l'amour silencieux qu'elle partageait avec Arthur. Les réseaux sociaux se divisèrent. Il y eut des critiques acerbes, des accusations selon lesquelles Hélène avait été absente, qu'Arthur avait mené une double vie et qu'il s'agissait d'une famille brisée. Mais il y eut aussi un soutien massif de la part de personnes touchées par le courage d'Hélène et par l'histoire de rédemption. Des personnes qui avaient perdu des enfants, qui avaient caché des pans de leur propre vie, qui trouvèrent dans ce récit un miroir. Au siège de la Fondation Blanchard, Hélène sentit le poids des critiques et des regards méfiants. Mais elle vit aussi la lueur de l'espoir. Un jour, à son bureau, elle reçut une visite inattendue. La grand-mère d'Arthur, Madame Blanchard, une dame élégante et réservée, entra à pas lents. « Hélène, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion, je dois vous présenter mes excuses. » Hélène, surprise, écouta. « Je n'ai pas su être une mère pour mon propre enfant. J'ai trop planifié, trop exigé. Je n'ai pas vu qu'il avait besoin d'être libre de choisir. » Madame Blanchard prit les mains d'Hélène. « Merci de lui avoir donné. Et maintenant, à Ben,
la chance que je n'ai pas pu lui offrir. À ce moment-là, Hélène réalisa que le vrai changement ne résidait pas dans ce que le monde disait, mais dans ce que sa propre famille commençait à ressentir. Le temps passa, et la répercussion médiatique s'estompa, laissant place à ce qui comptait vraiment. Hélène proposa à Léa d'occuper un poste de confiance à la Fondation Blanchard, axé sur les projets sociaux pour les jeunes mères et les enfants en situation de vulnérabilité. Léa accepta avec fierté et détermination. Ben se mit à fréquenter la demeure, gagnant peu à peu sa place dans le cœur du personnel et dans les couloirs autrefois silencieux. Il riait aux éclats quand Hélène lui lisait des histoires, parfois avec des voix amusantes, d'autres fois avec toute la tendresse que le monde pouvait offrir. Un jour, lors d'une réunion, Hélène reçut un appel. À l'autre bout du fil, une voix ferme. « Nous tenons à vous féliciter pour votre courage et pour l'exemple que vous donnez au monde des affaires. » C'était l'une des plus grandes associations internationales de dirigeants d'entreprises. Il l'invitait à donner une conférence sur le leadership humanisé et l'innovation sociale. Hélène accepta. Aux côtés de Léa et de Ben, elle monta sur scène des mois plus tard, racontant l'histoire que peu imaginaient. Elle parla de pertes, de secrets, et de la force de l'amour pour transformer les réalités. Dans l'assistance, des visages émus se reconnurent. Et c'est là, à cet instant, qu'Hélène comprit, elle n'était plus seule. Son histoire était désormais celle de tous, une histoire qui unissait le passé, le présent et l'avenir, et qui, malgré les difficultés, prouvait que l'amour, le courage et la vérité pouvaient reconstruire même les familles les plus brisées. Hélène en vint à comprendre que le véritable amour n'est pas seulement fait de grands gestes ou de paroles éloquentes, mais surtout de la volonté d'écouter, d'accueillir et d'apprendre à chaque étape. Le passé, aussi douloureux soit-il, ne devait pas être une prison, mais un pont vers la reconstruction. Elle comprit qu'il ne suffisait pas d'être puissante dans le monde des affaires. Il fallait être vulnérable face à ceux qu'on aime. La rigidité qui la protégeait du deuil était devenue peu à peu un mur qui l'empêchait de vivre pleinement. Pardonner, découvrit-elle, n'était pas seulement un acte généreux envers les autres, mais surtout un cadeau que l'on se fait à soi-même, un chemin pour libérer son âme. La relation avec Léa et Ben n'était pas un remplacement de ce qui avait été perdu, mais la création d'une nouvelle histoire. Une histoire où l'amour et la vérité étaient les seules certitudes. Et par-dessus tout, Hélène apprit que le temps ne guérit pas toutes les blessures, mais que le courage d'affronter les douleurs peut les transformer en force. Sur ce chemin, elle retrouva non seulement son fils et son petit-fils, mais aussi elle-même, entière, imparfaite, humaine. La leçon la plus précieuse qu'Hélène retint fut simple. L'amour que l'on ne voit pas, que l'on ne touche pas, mais qui reste vivant dans le silence et le souvenir, a le pouvoir de changer les destins. Les mois qui suivirent furent ceux de transformations profondes, bien que silencieuses. La demeure d'Hélène, autrefois froide et vide, reprit vie peu à peu. Des rires d'enfants commencèrent à résonner dans les couloirs. Des jouets colorés apparurent dans les espaces autrefois immaculés. Ben, avec son énergie contagieuse, devint le lien qui apporta chaleur et mouvement à ce foyer. Léa reprit ses études, encouragée par le soutien de la fondation qu'Hélène avait contribué à renforcer. Entre les livres et les projets sociaux, elle découvrit une force qu'elle ne se connaissait pas, transformant sa lutte personnelle en inspiration pour d'autres jeunes femmes et mères célibataires. Hélène, de son côté, apprit à partager le commandement de sa vie. Elle comprit que le leadership, c'est aussi savoir céder de l'espace, accueillir les imperfections et accepter l'inattendu. Lors de ses rencontres hebdomadaires avec Léa et Ben, elle redécouvrit le sens de ce qu'elle appelait la famille. Non pas un lieu parfait, mais un espace d'amour, de respect et d'apprentissage. Sur le marché, l'histoire d'Hélène et de son petit-fils inspira une nouvelle culture d'entreprise, plus humaine et connectée aux gens.
Des projets d'inclusion sociale prirent de l'ampleur et donnèrent des résultats, prouvant que la véritable innovation réside dans l'empathie. Quant à Ben, il grandit entouré d'affection et de possibilités. Entre les histoires de l'enfance de son père, les cadeaux simples et les étreintes constantes, il se construisit des racines qui lui semblaient autrefois impossibles. La presse, qui un jour avait cherché le scandale, célébrait maintenant la transformation, non pas celle d'une milliardaire froide, mais celle d'une femme qui avait osé aimer malgré la peur. Et bien que le passé ne serait jamais oublié, Hélène avait trouvé la paix. Elle n'avait plus rien à prouver à personne. Sa plus grande victoire était là, l'amour, reconstruit avec des larmes, du courage et la certitude que certaines histoires ne finissent jamais. Elles ne font que recommencer. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like pour montrer qu'elle a fait une différence pour vous. Dites-moi ici, dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous ? Je veux savoir d'où viennent ces histoires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos qui montrent le pouvoir transformateur de l'amour et du courage. Et avant de partir, choisissez l'une des histoires que j'ai laissées à l'écran maintenant et rejoignez-moi pour la prochaine vidéo. Vivons ces émotions ensemble.